vous racontez l'histoire d'Issa, un jeune érythréen qui est laissé pour mort dans ce qu'on appelle la jungle de Calais, dans le nord de la France. Plus aucun souvenir, il reste seulement son passeport. Issa, il va entamer une longue quête semée d'embûches pour obtenir un titre de séjour en France. Regardez. Au début, le voyage est tranquille. Dans la nuit, l'onde est calme et reposante. Et le silence des étoiles berce cette assemblée d'anonymes. Puis la mer se réveille. La mer se fâche malgré nos prières. Et soudain, ces étrangers se tiennent les mains. Érythréens, Soudanais, Syriens, Éthiopiens, Tchadiens, Maliens, Somaliens. Nous ne formons qu'un seul peuple pour affronter ensemble la peur d'être engloutis par l'océan invincible. Lorsqu'un enfant se met à pleurer, on voudrait tous pouvoir l'accompagner dans ses sanglots. Mais pour affronter nos angoisses et le rassurer, l'un d'entre nous se met à chanter comme un cri, et sa voix couvre celle de l'enfant, stupéfait. Puis, quelqu'un d'autre se met à taper dans les mains, en rythme. Et très vite, tous nous tapons dans les mains, alors que la mer pourrait nous avaler à chaque instant. Le rythme de nos mains ne forme qu'un seul battement de cœur, une pulsation qui ne veut pas s'arrêter, un cœur qui veut battre, un cri qui dit que l'Europe nous attend. En Europe, il n'y a pas de guerre. En Europe, il n'y a pas de famine. En Europe, il y a du travail et la démocratie et la sécurité sociale. Et nous avons survécu jusqu'ici. Et nous sommes encore vivants. Alors ce n'est pas la mer qui va nous engloutir. Nous allons survivre. Nous allons vivre. Et le rythme de nos mains nous donne le courage de traverser la fureur de cette tempête. Alexis Michalik, c'est l'une des séquences fortes de votre pièce de théâtre. Comment est née l'idée de cette création ? C'était Jean-Louis Garçon qui joue Issa dans la pièce et qui faisait ce monologue. Comment est née l'idée ? Par une idée, comme d'habitude. Moi, je ne travaille pas par thème, donc je ne me suis pas dit, tiens, je vais raconter une histoire sur les réfugiés et sur le parcours des réfugiés. Je me suis dit, tiens, j'ai une idée qui est la dernière scène de la pièce et donc je ne peux pas raconter. Mais pour plusieurs raisons, ça ne peut que démarrer dans la jungle de Calais. Et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner sur la jungle de Calais et sur l'immigration, les réfugiés de manière plus générale en France et dans le monde. Et c'est comme ça qu'est né Passeport. Issa et Lucas, donc deux personnages que tout oppose au départ au drame de l'immigration. Pourquoi est-ce que vous avez fait communiquer, si je puis dire, ces deux histoires personnelles ? Pourquoi ce va-et-vient ? Qu'est-ce que ça apporte ? Oui, il faut dire que Lucas, donc, c'est le deuxième héros. Donc on suit Issa, ce réfugié érythréen qui va se faire des amis, Haroun et Ali, un réfugié syrien et un indien tamoul. Et on va suivre leur parcours pour arriver à s'intégrer en France. Et de l'autre côté de la barrière, on suit Lucas, qui est un gendarme français, né aux Comores et adopté par un couple de Calaisiens, donc noirs, et on va suivre un peu son propre parcours initiatique vers la connaissance de lui-même et de ses origines, parce qu'il va commencer à se poser des questions sur d'où il vient et qui il est. Tout ça parce qu'il va rencontrer une jeune femme, Jeanne, journaliste, noire également, de parents maliens et un peu plus politisée, on va dire, que lui, et qui va commencer à lui faire se poser des questions. Donc je voulais qu'il y ait un prisme un peu général, en fait, sur les arrivées, sur l'immigration de manière globale, c'est-à-dire les premiers arrivés, les réfugiés qu'on va suivre alors qu'ils parlent même pas encore la langue et qu'ils arrivent en France, jusqu'aux premières générations, deuxième génération d'immigrés. Et je voulais faire une espèce de spectre total d'immigrés visibles, donc racisés, quoi. Et c'est quoi le lien selon vous ? C'est justement l'assignation identitaire aux nouveaux arrivants comme à ceux qui sont soit de première, deuxième, troisième génération ? Selon moi ou selon Isman ? Selon moi, moi je dirais que c'est le point commun, c'est la recherche de qui on est en fait, foncièrement, et après l'identité, la question de l'identité, c'est souvent ce qu'on nous renvoie. En fait, c'est pas forcément qui on est. On nous assigne aussi à choisir une identité. Et concernant Lucas, il sait qu'il vient d'une famille comorienne. Il est élevé par une famille de Français calaisiens. Il veut comprendre, il dit comment s'appelle ma mère biologique. Ce que dit Alexis, c'est justement parce que la femme qu'il rencontre, Jeanne, la journaliste, lui pose la question, qu'il se pose la question, mais ça devait être là en lui quelque part, oui, parce que sinon ça serait pas sorti. Ça serait pas ressorti comme ça, oui. Alors on découvre aussi les arcanes de l'administration des demandes d'asile. Vous incarnez notamment Chantal qui se retrouve face à Issa et qui doit le guider justement dans ses démarches. On découvre les SPADA, structure de premier accueil des demandeurs d'asile. L'OFPRA est plus connu. Il y a aussi l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Comment est-ce que vous avez fait pour jouer autant de personnages ? Et est-ce que d'ailleurs vous connaissiez justement ce méandre
méandres de... Non, de l'administration française. C'est vrai que le personnage de Chantal, elle joue. Enfin, c'est une agente de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ça, je connaissais. Mais après, tout le périple pour arriver jusqu'à envoyer la demande d'asile à l'OFPRA, ça, je l'ignorais totalement. Je pense qu'Alexis s'est renseigné. Enfin, tu as lu plein de bouquins sur ce calvaire, en fait. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas de papier et qui ont dû se battre, mais je n'avais pas la connaissance de tout ça. Après, comment on interprète tous les personnages, déjà, ils sont bien écrits et on les porte, on porte les mots. Après, il y a des costumes qui aident aussi. On les compose, toi, déjà. On les compose. Elle amène à chaque fois une voix différente, voilà. un corps différent, et puis elle propose quelque chose. Des fois, je lui dis, genre, c'est peut-être un peu trop, ou des fois, je lui dis, vas-y, plus. Voilà, on propose. Après, il choisit aussi, et on travaille ensemble, on collabore. Et après, le costume aide beaucoup, le travail du corps et de la voix aussi aide. Et après, il n'y a pas de temps mort. Et donc, c'est comme un marathon. C'est vrai que quand on se prépare pour jouer cette pièce, c'est un marathon. On sait qu'on va switcher d'une émotion à une autre. Et c'est comment, parfois, un personnage peut un peu déteindre sur l'autre. Et puis, c'est des fondus enchaînés. Des fondus enchaînés. Issa, vous l'avez dit, interprété par Jean-Louis Garçon. Lucas par Christophe Bayeni. Vous introduisez une dose de romanesque, on peut le dire. Vous avez cité notamment l'histoire d'amour entre Jeanne, journaliste d'origine malienne, et Lucas, qui a été adopté, dont le père tient des propos... on va le dire clairement... réactionnaire en tout cas. Réactionnaire, allez, on va le dire. Ça commence par un R, j'avais pensé à l'autre. Pourquoi ce choix d'apporter cette dose de romanesque? Pour humaniser, pour dire aussi que ce sont des femmes, des hommes aussi qui ont des parcours, des émotions, des espoirs aussi. Je pense que moi, mon envie, c'était que dans toutes mes pièces, il y a de l'humanisme, il y a de l'espoir. Je fais un théâtre qui est plutôt tourné vers l'espoir, vers la construction, vers un possible. Je fais pas un théâtre où dans ton sort en se disant, il y a plus d'espoir, tout est fini. C'est pas pamphlétaire, c'est pas vindicatif. Mais de toute manière, quelle que soit ma pièce, il y a toujours cet optimisme-là. Là, je voulais simplement que mes héros, les héros de mon histoire, ce soient pas des personnages qu'on voit habituellement sur une scène de théâtre privé parisien, à savoir que ce soit pas des bourgeois blancs. Donc je vais m'intéresser à d'autres personnages, et puis c'est pas parce que je m'intéresse à d'autres personnages, à savoir des réfugiés de diverses nationalités ou des première, deuxième génération d'immigrés, qu'il faut forcément que leur destin soit tragique. Au contraire, je voulais que, comme d'habitude dans mes pièces, ce soit quelque chose d'optimiste, mais que simplement les héros soient un peu différents de d'habitude. Donc voilà, moi je peux pas m'empêcher d'être optimiste, optimiste et de montrer la voie et de parler de ce qui est possible et non pas de ce qui est censé être un destin funeste. C'est pas le cas, quoi. On sent quand même que le public, quand on voit votre pièce, s'interroge. On se rend parfois de plein fouet des questions, des réflexions. C'est pas manichéen. Est-ce que pour vous, la réflexion, l'idée même de cette pièce, c'est ça aussi, c'est de nous amener à réfléchir justement sur, au fond, peut-être les migrants qu'on pourrait tous être un jour ou l'autre? Exact. C'est marrant ce que vous dites, parce que moi, il y a un moment que je trouve fort dans la pièce, c'est qu'il y a les comédiens jouent des migrants et tout d'un coup deviennent ces Français d'origine. Et je peux pas m'empêcher de penser au parallèle que potentiellement, moi je suis née ici, je suis née en France, à Paris, je suis d'origine marocaine, mais j'aurais pu être née dans des conditions très difficiles au Maroc, avoir eu envie de partir, faire toute cette traversée terrible. Donc, potentiellement, on peut être aussi ces personnes-là.